Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans On se dit tout. Très heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour cet épisode dans lequel je vous propose de dérouler la vie d'un couple. Amour, union, quotidien, enfant, routine, nid vide. Quelles sont les étapes qui jalonnent la vie à deux, qui doivent être bien anticipées afin de permettre au couple de continuer à se construire année après année. Une émission qui peut vous permettre une remise en question, pourquoi pas, et donc l'occasion d'apporter à temps l'équilibre nécessaire. Ensuite, l'interview santé sera consacrée au VIH et à la grossesse avec le docteur Hicham Ben Abbas Taharji. Restez avec nous pour les détails. Mon couple, année après année, on en parle avec deux spécialistes. Karima Rehani, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, merci beaucoup d'être là. Ravie. Et Fatem Zahra Al-Fathi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Vous êtes entre autres coach en développement personnel et familial. Mesdames, merci beaucoup vraiment d'être là pour ce beau sujet de la vie à deux, année après année, la vie à deux, la vie de famille, etc. Et puis on se retrouve à nouveau à deux lorsque les enfants partent. Avant de démarrer la discussion avec vous, nous allons voir, si vous le permettez, la vie et puis le vécu aussi de différentes personnes que l'équipe d'Abidjan a rencontrées justement. On y va. Il n'y a pas de couple idéal spontané. Un couple idéal, on y parvient. On y parvient, c'est à force. On bâtit donc un couple jusqu'à arriver au stade où, pour nous, il y a encore quelque chose qu'on doit travailler. Mais pour ceux qui sont autour de nous, c'est un couple idéal. Comment est-ce qu'on y parvient? On y parvient en mettant d'abord nos tempéraments sur la table. En mettant nos tempéraments sur la table, c'est-à-dire que nos tempéraments, même s'ils sont opposés, doivent, dans le cadre du couple, converger. Converger dans le sens de concession à faire mutuellement. Ensuite, au-delà donc des tempéraments, il y a les caractères qu'il faut aussi mettre sur la table. Il faut mettre les caractères sur la table, il faut mettre les natures sur la table, il faut mettre donc les sentiments sur la table. On ne peut pas réussir un couple sur l'effort d'un seul des conjoints. La réussite donc de la vie de couple part de l'effort mutuel des deux conjoints. Ensuite, je voudrais dire simplement qu'on y parvient, donc ça parle d'un processus qui dure dans le temps. Il ne faut pas aller trop vite en besogne. Il faut se connaître. Il faut vraiment véritablement se fréquenter, savoir ce que l'autre n'aime pas, l'autre aime, ainsi de suite. Et puis, il faut qu'il y ait une communication parfaite. Bon, pour un bon couple, il faut patienter. Nous, on était au village. Donc, au temps où on jouait ballon, c'est là où on s'est connus. Et puis, monsieur ne travaillait pas. Moi aussi, je ne faisais rien. Et puis, on a commencé à vivre notre vie. Un peu, j'étais chez mes parents. Lui aussi, il était chez ses parents. Et puis, un peu, jusqu'à il s'est accroché. Et puis, maintenant, on est venus ensemble. Puis, on a commencé à vivre ensemble. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, il y a d'autres qui ne travaillent pas. Et puis, ils veulent se marier. Oh, ils ne travaillent pas. Ils sont encore chez leurs parents. Ils ne travaillent pas et puis ils se marient. Maintenant, arriver dans le foyer, ce n'est plus ça. Tu vois, nous, les jeunes filles de maintenant aussi, là, elles ne veulent pas rester comme ça, sans argent. Si vous partez dans le foyer que monsieur ne travaille pas, elles prennent ses bagages, elles disent, ah, donc ça ne va pas, moi je m'arrête dans ma famille. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde applaudit le mariage, mais 1 an, 2 ans, on voit divorce. Alors mesdames, retour sur le plateau. La vie à deux, l'union, est-ce qu'elle doit être préparée, Fatem Zahra Al-Fathi? Oui, absolument. Le mariage doit être préparé. C'est un choix que décident les deux concernés, qu'ils doivent assumer. Donc, en vérifiant et revérifiant à chaque fois si les composantes sur lesquelles repose la relation sont bien là, à savoir la confiance, la communication, le respect et l'amour, bien entendu. Vérifier, ça c'est très important. Vous l'avez dit, vérifier si... Jour après jour, si tous les ingrédients sont là. OK. Et pour vous, les ingrédients, on va dire de base, oui, c'est ça, c'est l'amour, le respect, la communication et la confiance. Très bien. Karima Rehani, pour vous, la vie à deux, est-ce qu'elle doit être anticipée, préparée
avant même de la vivre. Oui, j'adhère à ce que dit Fatem Zahra Fathi. C'est-à-dire, pour moi, le couple doit d'abord se connaître, bien se connaître. Quoique, on peut vivre avec des personnes 10 ans, 20 ans, et on ne peut pas savoir très très bien en fait leur réaction, non pas leur caractère, leur attitude. Ça se prépare. Réaction face à certains événements. À certains événements, parce que ce sont des événements qu'on vit à deux ou qu'on vit seul. Et puis c'est toujours difficile en fait de deviner quelle serait sa réaction. Maintenant, qu'est-ce qu'on prépare? Comme a dit Fatem Zahra, on prépare en fait les bases d'un couple. La confiance, comme elle a dit, le respect, surtout l'amour, cette notion de l'amour, qu'est-ce que c'est? En fait, l'amour, c'est une entente qui peut être chimique, parce qu'il y a des choses qui sont inexplicables dans l'amour, comme ça peut être quelque chose de bien réfléchi, parce que son caractère me plaît, parce que ses attitudes me plaisent, parce qu'il me donne une certaine sécurité. On en parlera tout à l'heure. Oui, il y a une certaine préparation, quoi qu'on ne prépare pas tout le temps à 100%. Les choses viennent petit à petit, mais les bases doivent être là. Les bases doivent être là et on ne peut pas tout préparer. Il faut peut-être aussi nuancer ça parce que beaucoup de spécialistes disent oui, vous pouvez anticiper la vie à deux, vous pouvez bien la préparer, mais la vie à deux, elle se vit, c'est le quotidien, c'est les imprévus de la vie. Le mariage est une institution, évidemment, dans laquelle il faut beaucoup investir. Il faut communiquer, parler, être authentique, vraiment, ne rien se cacher, entre guillemets, parce que je ne veux pas parler du jardin secret, parce que, ouais, voilà. On en parlera tout à l'heure. Oui, et aussi être dans l'empathie, être à l'écoute de l'autre, donc pour justement réussir une relation de couple. Karima, si on devait justement, et puis Fatem Zahra aussi bien sûr, si on devait parler des principales erreurs commises au départ, que commettent les jeunes couples. Exact. C'est quoi? Ça serait quoi? Penser qu'on peut changer l'autre? C'est la grosse erreur en fait. Moi, il ne faut jamais penser à changer l'autre. Et ça va être très difficile de changer l'autre parce qu'on le prend comme il est. C'est ça en fait la base de l'amour. Quand on aime une personne, on l'accepte telle qu'elle est, bien sûr en sachant qu'il y a des choses qui ne vont pas aller de l'avant et on doit faire des concessions. C'est ce qu'on appelle... Alors on va y aller étape par étape. Oui. Parce que ça, pour les jeunes couples, ça peut être un peu flou. Je vous donne un exemple. Vous dites qu'il faut prendre la personne comme elle est, l'aimer comme elle est. On est tombé amoureuse, on est tombé amoureux, on décide pour différentes raisons, et pas uniquement l'amour peut-être, de s'engager avec cette personne, parce que c'est une personne qu'on voit bien comme le père de nos enfants, comme la mère de nos enfants, etc. Sauf que, arrivé sous le même toit, eh bien, il y a des petites choses du caractère de cette personne qui peuvent nous déplaire, qui peuvent nous embêter. Et on se dit, je vais changer. Je ne sais pas, moi, beaucoup de jeunes couples se disputent pour ranger le placard, ranger la salle de bain, ranger la chambre, l'histoire de la télécommande. Enfin, c'est des petits détails. Et on se dit, je vais finir par y arriver. Je vais le changer. Je ne parle pas encore des grosses choses. Ouais. Est-ce que même ces petites choses-là, on ne peut pas les changer, vous pensez? Si, on peut changer, mais comme on dit, l'habitude revient au galop. Et il faut toujours... Est-ce qu'on doit être avec un adulte toujours derrière lui? Parce que ce n'est pas un enfant aussi. Voilà. Et le fait de tout le temps donner des consignes, ça rabaisse un peu de l'ego, un peu. On peut ne pas accepter. Il y a des gens qui changent, mais qui changeront ces petites choses. Ces petites choses peuvent créer de grosses choses. Je suis d'accord avec vous. Vous dites que les petites choses peuvent créer de grosses choses, surtout quand en fait, soit la femme, soit l'homme est derrière avec des consignes. Et ça finit par créer une relation un petit peu... Un fossé, n'est-ce pas, Fatem Zahra? Ça crée un fossé dans le sens où on est en train de diriger un adulte. Absolument. S'il y a maintenant des petits problèmes sur lesquels je peux fermer les yeux, par exemple, l'histoire de la télécommande ou autre, et je suis en mesure de le faire moi-même. Donc pourquoi reprocher à mon conjoint pourquoi tu n'as pas fait ceci, pourquoi... Ça rentre dans le cadre des critiques et des remarques désobligeantes. Ce n'est pas un enfant, comme a dit Karima, qu'on est en train d'éduquer. C'est un adulte, c'est mon autre moitié, en fait, que j'ai choisi, donc avec son comportement, avec ses qualités, ses différences, comme on les appelle. C'est caprice aussi, parce que finalement, parfois, quand on aime l'autre, on a envie parfois de l'agacer, je ne sais pas, par expérience. Tu as envie, en fait, parfois... Par expérience, Karima, vous
l'avez dit par expérience. J'agace. Alors, du coup, parfois, en fait, mais ça reste toujours pour créer une ambiance à la maison, faire quelque chose. Mais ça pourrait dépasser, par exemple, si je prends l'exemple des chaussettes, on va qui dire, traînent. parce que c'est qui traînent, s'ils ne sont pas propres et tout, ça peut être désagréable à la maison. À force de le dire et de le redire, moi je dis, il ne faut pas le dire comme ça, là, comme avec un enfant. Il faut peut-être s'asseoir, même pour des petites choses, je ne sais pas. N'est-ce pas, coach? Oui, peut-être le faire soi-même, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de sorcier. Le faire soi-même, mais on a envie que la personne arrête de le faire aussi. Oui, mais là, la personne peut faire d'autres choses, par exemple. Oui, je veux bien. Je ne veux pas qu'il y ait le désordre chez moi à la maison. Ça se comprend. Maintenant, si je peux, comme je dis, faire les choses moi-même, encore faut-il ne pas être dépassé par... Mais en fait, Fatem Zahra, ce que vous nous dites, c'est simplifiez-vous l'existence. Si vous pouvez le faire vous-même, faites-le et arrêtez. Absolument, absolument. Pourquoi? Je tiens à cette personne que j'ai choisie. Je l'aime. Ça se passe bien entre nous. Je ne vais pas m'arrêter sur un petit détail qui risque de foirer toute la relation. Mais par exemple, l'histoire des chaussettes ou des chaussures qui traînent partout. Pourquoi un adulte n'est pas capable de comprendre, c'est ce que se dit une femme ou c'est ce que se dit un homme, pourquoi cet adulte n'est pas capable de comprendre que ça m'embête, que ce n'est pas l'endroit pour laisser ses chaussures, pour laisser ses affaires, qu'il y a des placards pour ça, et pourquoi cette personne ne le fait pas? Je n'ai qu'à lui dire tout simplement, gentiment, que ça me dérange, tout simplement, une fois, deux fois. Et parle d'une répétition. Une répétition, oui, parce que la personne n'a pas appris chez elle à le faire. Ses parents, c'est toujours un schéma parental qui revient, qui ressurgit à chaque fois. C'est ce schéma-là qui, quelque part, lui a inculqué le fait que c'est pas au garçon de faire ça, c'est à la fille. Par exemple, ça, dans l'anticipation du couple, on ne peut pas deviner ce genre de détail. Que cet homme ou cette femme vont être dans cette configuration. Et le problème qui se pose, c'est plus grave, ce n'est pas le fait de ranger, c'est quelle image il donnerait à l'enfant qu'on pourrait avoir un jour. Et moi, j'ai envie que cet homme ou cette femme soit en fait dans ce qu'on appelle la discipline et l'image. C'est là le problème. Le problème n'est pas ranger, parce que moi, je peux ranger. Maintenant, je vois loin. Les enfants vont faire comme lui. Ben, c'est sûr. C'est ça, leur père ou leur mère. Tu viens de le dire, Karima, je désire que mon mari fasse. Exact. Mais il faut lui dire peut-être subtilement, gentiment. Il n'a pas appris à faire ça. Donc, pourquoi en faire un drame? Pourquoi en faire toute une montagne? Donc, il faut aller dans ce sens et comprendre l'autre aussi. C'est l'empathie dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire vraiment à l'écoute. Il va tout simplement me dire, tu sais, je m'excuse, on ne m'a pas appris à faire ça, donc oui, je vais le faire. Et il faut que l'habitude s'installe. Il lui faut du temps pour apprendre à faire ça. Il y a tellement de choses à dérouler. Je ne sais pas si l'émission va nous suffire. C'est très riche. Très riche. La relation avec les beaux-parents, elle s'installe dès le départ. La belle famille aussi. Est-ce que là aussi, les jeunes couples commettent des erreurs dans l'approche de la belle famille, l'approche ou l'instauration de cette relation vis-à-vis de la belle famille? Oui, il y a des erreurs, c'est vrai, dans la mesure où on arrive chacun d'un environnement différent de l'autre, d'un contexte différent de l'autre, avec des croyances enracinées depuis l'enfance. Je ne sais pas, moi, un exemple que je donne... concernant la fille, il faut se méfier beaucoup plus de la belle-mère. On entend beaucoup ça. Oui, généralement, c'est ça. Ou bien, aux jeunes mariés, tu sais, tu devrais prendre tes écarts avec la belle famille. Bon, tout ça, c'est des croyances. Il faut juste laisser le temps au couple de vivre réellement la situation avec les deux belles familles. Donc, ne pas précipiter les choses. Parce que quand le jeune couple arrive avec cette croyance, les deux personnes, ça crée des barrières d'emblée, dès le départ. Absolument, absolument. C'est-à-dire que je ne laisse pas la chance, l'occasion à l'autre de démontrer le contraire de ce que j'ai en tête. Notamment la belle-mère. La belle-mère... Pas toutes les belles-mères sont mauvaises, pas toutes les belles-mères sont des mégères, mais au contraire, il y a des belles-mères vraiment bonbons. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Et donc, pourquoi venir dans un contexte avec ces idées préconçues? C'est par loyauté, peut-être, parfois aussi par loyauté à sa propre mère. Si la propre mère a eu un vécu difficile avec la belle famille, donc cette mère va
véhiculer cette information à sa fille, et donc la fille va arriver avec cette charge négative. C'est un héritage de l'enfance. Laissez-vous vivre votre propre expérience. Tout à fait. Sauf que le transfert, parce que ça c'est le langage psychologique, c'est le transfert. C'est-à-dire je transfère ce que moi j'ai vécu à mes enfants et je leur demande d'y croire. Et puisque c'est une répétition, parce qu'ils ont vécu ces problématiques étant petits ou adolescents ou grands, et puisque la fille est généralement trop proche de sa mère génétiquement, elle ressemble un peu dans son caractère à sa mère. C'est pas une copie conforme. Oui, presque. On dit ça et c'est même dans notre interculturel marocain, on en parle et on en dit, mais non. N'empêche que moi, je pense, mon propre avis d'experte en sociologie par exemple, moi je dis que les jeunes couples, je m'adresse aux jeunes couples, c'est de ne pas faire intervenir les belles familles dans tout ce qui vous concerne. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux que ce n'est pas, par exemple, la jeune mariée qui se marie, à chaque fois elle doit raconter le petit bout de difficulté rencontré à sa maman. Ça crée le fossé entre la maman et l'époux ou vice-versa. Moi je dis que le jeune couple doit en fait avoir une relation qui doit se vivre. Comme dit Fatem Zahra, on ne doit pas avoir cette croyance, faites attention. Non, mais n'empêche, sélectionner les informations données, ne pas trop brusquer parce qu'on vit en famille et parce qu'un jour ou l'autre on doit être entouré, on doit être ensemble. Alors, mais si le problème est très grand et on a besoin de conseils, oui. Les beaux-parents aussi doivent être dans une intelligence relationnelle, ne pas trop s'initier. Trop s'initier, c'est être tout le temps présent dans la vie de couple de leurs enfants. Ce n'est pas bien. Comment on va leur laisser le champ de découvrir pour tomber, découvrir pour tomber après, remonter. Et ça, c'est légitime pour un couple. C'est légitime, absolument. Ensuite, qu'est-ce qui arrive ? Le premier bébé arrive. Le premier bébé arrive. Alors, certains couples le vivent vraiment de façon très fluide. Mais pour certains, ils disent que ça a été un véritable tremblement de terre pour la vie à deux. Ce bébé attendu, désiré, fait avec beaucoup d'amour et tendresse, arrive quand même pour bousculer la vie à deux. Est-ce que c'est normal qu'un bébé arrive, un tout petit bout de chou arrive et remette presque en jeu un petit peu la relation construite jusque-là ? Oui, absolument. C'est normal ? C'est tout à fait normal parce que déjà, dès la confirmation de la grossesse, on rentre automatiquement dans le registre des parents. Donc on n'est plus couple, on n'est plus deux, on devient trois. On est parents. Du coup, le changement, et on le sait tous, le changement fait peur. Donc ce changement de statut de couple marié seulement, sans enfant, devient parent. Donc qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a tout un chamboulement, tout un changement qui se passe au sein du foyer, avec ses joies, ses inquiétudes, ses appréhensions, comment ça va se passer, comment ça va être, je ne m'y connais pas, tu t'y connais pas, oui, certes. Personne ne sait ce que c'est au départ. Absolument. Donc déjà, pour anticiper quelque part, c'est déjà se préparer psychologiquement à l'arrivée de ce bébé, c'est-à-dire être prêt à l'accueillir avec tout ce que cela représente. Oui. C'est pas fluide. Mais comme ça vous reste dites. quand même une expérience peut-être à vivre pour chaque couple à sa propre manière. Parce que quand on essaye peut-être de sensibiliser l'entourage, un jeune couple qui attend un bébé, quand on essaye, on leur dit oui, c'est une joie, c'est un bonheur. Mais attention, l'arrivée d'un bébé, c'est aussi de mauvaises nuits, c'est aussi un manque de sommeil, c'est aussi des émotions à fleur de peau. Toutes ces choses-là vont peut-être vous perturber. Certains pensent qu'ils seront épargnés. Ils le refusent en quelque sorte. Certains couples refusent d'entendre tout ça. Ils disent non, mais bon, on va s'arranger. Mais ensuite, arriver face à la situation, c'est là où ils découvrent vraiment. Est-ce que les couples réalisent la portée de l'arrivée d'un enfant ? Réalisent pas vraiment. Jusqu'à ce qu'ils le vivent. Non, pas vraiment. Et à côté de ça... Et c'est même pas les 9 mois de grossesse peut-être, c'est vraiment le après, quotidien. Le après. Les 9 mois, je dirais, non, on le vit aussi, c'est-à-dire, c'est pas... On appréhende. On appréhende comment ça va être, comment ça va se passer, c'est légitime, c'est humain. Maintenant, ce qui vient après, c'est-à-dire le attention, entre guillemets, qu'on a cessé de répéter, se confirme, justement. Quand on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous a dit attention, parce que les familles
prépare l'arrivée d'un bébé, prépare le l'entourage trousseau, est là pour prépare ce beau, prépare la fête, mais ne prépare pas l'après. Psychologiquement. Oui, c'est ça, mais peut-être l'entourage, comme j'ai dit, les cousines, les amis qui sont passés par là, qui connaissent, qui savent ce que c'est. Oui, il y a le petit attention qui va vraiment interpeller la maman en attente. Et aussi, à côté de ça, même la famille, je dirais qu'elle joue un rôle parfois négatif dans la naissance de ce bébé, dans la mesure où le couple est perdu déjà. Oui. Il ne sait pas où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe, avec les remarques des proches. des deux familles déjà, des deux mamans, les remarques, les réprimandes parfois, les reproches, il ne faut pas prendre le bébé comme ça, il ne faut pas le changer comme ça. Donc tout ça... ça crée des tensions. Absolument. Il faut dire aussi que maintenant, les jeunes, ils ne prennent pas tout de suite cette envie d'avoir un enfant, elle est là, mais elle ne vient pas tout de suite, en fait. Et du coup, ils prennent du temps à comprendre qu'est-ce que c'est. Beaucoup de jeunes, actuellement, avertis, on va dire avertis, ils lisent, ils vont vers YouTube. Moi, je leur dis, de ma propre expérience, n'allez pas trop dans les lectures et dans les bouquins, parce qu'on ne peut pas appliquer ça à la lettre. Et parfois, quand on applique à la lettre, on se perd. On laisse un peu notre manière d'être découvrir cette grossesse, découvrir cet enfant, lui laisser la possibilité aussi de faire des gaffes, mais pas, enfin, les gaffes, on va en faire. Le premier, il prend toujours des coups. Pas des coups. Pas des coups physiques. On prend des coups avec lui, on va dire. On prend des coups avec lui parce que c'est le cobaye. C'est parce qu'on découvre. Mais c'est un joli cobaye. J'adore. C'est quelque chose d'extraordinaire parce que... Et puis, moi, je dis, il faut se donner cette possibilité de découvrir. Maintenant, les craintes, ils viennent toujours des proches. Les mamans, surtout les mamans, parce qu'elle va de sa propre expérience. Si elle a vécu une grossesse très difficile, elle va se projeter sur sa fille et ça va être des attentions tout le temps. Et il faut quand même être dans une lucidité et ne pas trop amplifier les choses parce que de toutes les manières, c'est sa propre expérience, c'est leur propre expérience et c'est à eux de vivre ça. À leur manière, en fait. À leur manière, mais il faut... L'après-accouchement quand même, la première année de l'arrivée du bébé, c'est vraiment une année très tendue pour un couple. Parce que la femme devient mère, et elle est plus mère qu'épouse. Le conjoint se sent un petit peu délaissé et il cherche sa place de père, alors que la mère devient mère dès qu'elle apprend qu'elle est enceinte. Absolument. Le père a besoin de voir le bébé, d'interagir avec lui, presque d'avoir une conversation avant de se sentir vraiment père. Donc, même après l'accouchement, c'est-à-dire la première année, voire la deuxième année, c'est des années vraiment compliquées pour la vie à deux. Exactement. C'est pas évident. C'est-à-dire qu'on est dans le bain. Le bébé est là, avec tout ce que cela comporte, en temps, en énergie, financièrement, parce que qui dit bébé dit budget en supplémentaire, plus. Absolument. Donc qu'est-ce qu'il faut se dire ? Il faut se dire, on attend un bébé, on est amoureux, on s'aime, on s'est marié, on a fait un bébé, on l'attend. Mais il va falloir qu'on se soude encore plus parce que ce qui arrive va peut-être être... Oh, je ne veux pas inquiéter, hein. mais c'est bien. Mais c'est bien. Mais ce qui arrive, exactement. Ce qui arrive va être un petit peu difficile. Donc, soutenons-nous. Oui, surtout ça. C'est ça. Surtout ça. Ne pas voir le côté uniquement glamour de la grossesse et de l'accouchement. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on attend un bébé, j'ai besoin de toi, c'est-à-dire je parle de la maman qui est enceinte, qui attend un bébé, le mari aussi, il va peut-être le signaler, le dire subtilement, ne me laisse pas tomber. Surtout, comme a dit Karima, avec ces jeunes couples aujourd'hui qui s'informent, qui se renseignent auprès des réseaux, sur Internet. Donc, et quelque part, ça déroute au final. Pourquoi ne pas laisser les choses se passer naturellement, comme nos mères, nos grands-mères Regardez des expertes sur On se dit tout. Allez voir des experts. Allez voir, pourquoi pas. Mais voilà. Mais ne pas rester trop rigide sur l'information. J'ai lu ça, on m'a dit ça, j'ai entendu ça. Si on ne fait pas comme ça, c'est la fin du monde. C'est ça. C'est pas comme ça. L'application à la lettre est très mauvaise. Parce que chaque enfant vit dans un environnement et on ne peut pas calquer les choses et mettre les choses comme ça. Mais par contre, moi, j'ai une petite explication par rapport à ça, comment impliquer le mari en fait dans une grossesse. Il faut toujours rappeler qu'un bébé, dans le ventre de sa mère, il sent tout. Ils sont tout, ils sont les énergies positives comme négatives. Et ce papa que la maman implique, parce que qu'est-ce qui se passe ? Une femme enceinte, au début, c'est son bébé.
Elle oublie que c'est le bébé aussi de celui avec qui elle a conçu le bébé. Et du coup, l'impliquer tout le temps, le toucher est très important, lui parler. Et avec ça, on arrive quand même à tisser un lien. À tisser le lien qui va nous aider post-accouchement. Ouais. Mesdames, vraiment, je pense que cette émission, enfin, il y a beaucoup de contenu et beaucoup de choses. On est en train de les survoler. C'est peut-être juste des petits rappels pour les téléspectateurs dans leur vie et selon le moment de la vie. On va encore aborder 2 autres phases. L'adolescence, qui peut être un moment compliqué pour le couple aussi, et puis le départ des enfants de la maison. Reste avec nous. On se dit tout revient dans quelques instants. Tout de suite. Vous êtes avec nous sur Médiane TV dans On se dit tout, mon couple, année après année. On en parle avec les 2 spécialistes, Karima Rehani et Fatem Zahra Al-Fathi. N'oubliez pas le sujet santé à venir. Hier, c'était la journée mondiale de lutte contre le VIH et le sida. Et puis aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est une discussion sur grossesse et VIH avec le docteur Hicham Ben Abbas Taarji. Pour l'heure, on continue à parler de cette vie de couple. Nous avons, on va dire, parlé de la première phase, l'union, la relation à la belle famille, l'arrivée du premier bébé. Là, on va arriver peut-être à une phase aussi importante dans la vie d'un couple. C'est lorsqu'on a un ado qui nous fait une crise d'adolescence vraiment bruyante, une mauvaise crise d'adolescence. Souvent, on constate que le couple, là aussi, il est mis à rude épreuve. Il est en difficulté. Souvent, le papa reproche à la maman d'avoir fait certaines erreurs, que si la relation se passe mal avec l'adolescence, c'est à cause d'elle, ou inversement. Est-ce que, en effet, dans votre pratique, vous constatez que cette phase d'adolescence est une phase qui vient perturber la vie à 2? Oui, quelque part. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que l'adolescence, c'est un âge révolutionnaire. Donc, c'est une phase transitoire entre l'enfance et l'âge adulte, ça on le sait. Donc, si l'adolescent ou l'adolescence vient perturber le couple, il faut noter que l'adolescent lui-même, il est perdu. Donc, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent sur lui, sur son comportement, son physique. Il se pose des questions, qui suis-je? Il veut s'affirmer, il veut vraiment montrer qu'il existe aux parents. Du coup, oui, ça peut perturber le couple dans la mesure où il y a toujours l'un des parents qui incrimine l'autre. C'est-à-dire, s'il est aujourd'hui comme ça, c'est à cause de toi. Non, du tout. Pourquoi tout ça? Parce que justement, le parent qui reproche, il perd le contrôle sur cet enfant, qui n'est plus enfant, qui grandit, qui change. Donc, automatiquement, il va vouloir faire porter le chapeau à l'autre conjoint. Et ils oublient, les deux parents, que cet enfant lui-même, il est en souffrance. Donc, il est déjà quelque fragilisé. Part, absolument, absolument. Donc, ça peut créer un petit déséquilibre au sein du couple. Au sein du couple. Gros parfois. Gros, pour ne pas dire gros. Il est gros quand l'éducation donnée à l'enfant n'a pas été en fait mise à égalité entre le père et la mère. C'est-à-dire que le père veut une certaine éducation parce qu'il l'a reçue et la mère, elle est dans une autre éducation. Par exemple, une maman on lui reproche de laisser aller. Qu'est-ce que c'est le laisser aller? Tu punis pas, tu fais pas ça. Tu es trop cool. Tu es trop cool. Et voilà le résultat. Ça peut être vice-versa. Maintenant, qu'est-ce que l'adolescence crisée ou en crise pourrait créer entre les couples, c'est le fait de vouloir sauver l'enfant, mais on ne sait pas comment, alors ça se retourne contre nous. On veut le sauver, cet enfant. Si on se chamaille pour lui, c'est parce qu'on veut quand même... Au final, on veut trouver une solution. On veut trouver une solution. Et en trouvant cette solution, c'est la manière qui crée les fossés. C'est comment on parle, comment on s'adresse à la personne en l'incriminant. C'est aussi le double discours devant l'enfant. Un dit oui, l'autre dit non. Et là, il faut penser aux parents, surtout, je parle aux parents, penser à l'enfant parce que il a besoin d'être orienté, il est perdu. Et comment je vais l'orienter si moi je communique très mal avec son père et on n'arrive pas à trouver une entente en fait qui va faire une résolution de problème. C'est vrai. Maintenant, cet adolescent, les petits signes d'un adolescent qui commence dans la préadolescence de 10 ans à 12 ans, c'est l'affirmation de soi parce que c'est un âge qui est critique. La problématique s'affirme parce qu'on a fait quand même quelques erreurs petites. Peut-être, oui, absolument. Alors moi je ne veux pas faire peur aux
parents, parce qu'on est tous parents, mais il faudrait d'abord faire attention à quelques petites choses, ne pas laisser passer des choses, comme ne pas trop appuyer. Hein? Bah oui, quand un enfant veut un jouet il veut ça, bah moi je peux lui dire non, tu ne peux pas l'avoir. Le fait de toujours vouloir avoir les choses et qu'il a tout, à un certain moment, les parents n'ont pas les moyens ou n'ont pas la capacité d'assouvir les désirs de cet enfant qui devient adolescent. Et par la suite, on a du mal à contrôler, parce que si tu fais pas ça, je ferai pas ça. Et le chantage, c'est un problème grave quand on est très petit et quand on fait le chantage. Si tu fais ça, je vais te donner ça. Si tu fais cet exercice, tu auras ça. Non, mais pourquoi? La récompense. On peut appeler ça une récompense méritée, mais pas instantanée. Si elle est instantanée, on va créer un adolescent plus tard qui va lui jouer sur le chantage, à sa manière. Est-ce que c'est aussi un moment de la vie à deux qui vient nous montrer nos faiblesses de notre relation à deux, la relation du couple? On n'a peut-être pas suffisamment communiqué, on n'a pas suffisamment collaboré, parce qu'on est couple, parents, et on est, on va dire, une équipe. Pour nos enfants. Est-ce que ça vient un peu montrer une forme de fragilité du couple? Non, pas forcément. C'est-à-dire que... on peut avoir été un couple très soudé très soudé, et très avoir amoureux. Oui. Voilà. Et avoir des petits soucis en dehors de cette crise-là, qui peut venir perturber le cours des choses. Mais toujours est-il que cette crise d'adolescence, il faut savoir uniquement la gérer, c'est-à-dire accompagner déjà son enfant qui est en souffrance, je le répète, et se faire accompagner aussi soi, c'est-à-dire déjà dans le couple, mon mari par exemple, il me reproche des choses par rapport à cet adolescent ou adolescente qui est notre enfant. Donc, au lieu de prendre mal les choses négativement, peut-être lui faire comprendre aussi des choses qu'il n'a pas comprises. Des choses comme c'est un enfant, c'est-à-dire être plus dans l'empathie, comme j'ai dit, dans l'écoute. C'est-à-dire que cet enfant, il ne faut pas oublier qu'il est perdu aussi, qu'il a besoin de nous. D'où l'importance de tout préparer dès le départ. Parce que quand on s'engage dans une vie à deux, on s'engage aussi pour les soucis qui viennent. Donc mettre en place, comme vous avez dit au départ, Fatem Zahra, mettre en place une façon de faire, un code de conduite, une empathie, une intelligence émotionnelle, un respect. Ça va nous permettre de résoudre nos problèmes dans le respect. Absolument. C'est ça. Absolument. Donc quand les spécialistes disent aux jeunes couples, voilà comment il faut se préparer, c'est en vue des autres difficultés de la vie. On vit toujours d'éviter le pire, en fait. Oui. Parce que le pire, il va arriver un jour. Comment je me comporte face à cette difficulté, comment je la gère, et je dois m'en sortir. Parce un pire peut arriver un jour. Oui, parce que de toutes les manières, cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Moi, je dis aux parents, c'est une responsabilité, il faut lui tenir la main, même si on a des failles, parce que nous, les parents, on n'est pas parfaits. Nous, on a aussi été éduqués d'une manière. On va choisir quelqu'un qui a été éduqué d'une autre manière, mais il y a des choses qui cohabitent ensemble. Peut-être qu'il n'y a pas, mais on s'aime, on va vivre ensemble. Et je dois éduquer un enfant d'une manière qui est correcte, qui va lui faire du bien, qui va lui permettre d'avoir une place dans la société. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois anticiper, comme a dit Fatem Zahra. Ce qui est un peu difficile, c'est d'être un jeune couple et d'anticiper l'adolescence de son enfant. Ça va être très difficile. Mais les bases, comme tu viens de dire, Yasmine, le respect, la confiance, la communication, le dialogue. La communication non violente non aussi. Violente, verbale et non verbale, parce qu'il y a la communication non violente qui est non verbale, qui est encore pire. Hein. Les regards, cette manière d'être qui nous... Agressive. Oui, qui pourrait nous mettre en fait hors de nous, qui pourrait nous faire en fait commettre un verbal incorrigible. C'est-à-dire que tu ne peux plus en fait revenir en arrière. Il faut mais surtout, soyez... vous êtes deux. Soyez un dans l'éducation de vos enfants. C'est pas possible. Alors, mesdames, on arrive vers la fin de l'émission et vraiment, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, mais allez, on déroule ça très vite. Le départ des enfants de la maison. Donc, on s'est aimés, on s'est mariés, on a fait des enfants, on les a accompagnés, on a vécu une adolescence peut-être un peu terrible avec eux. Ils sont arrivés à l'âge où ils vont partir et on se retrouve à nouveau deux à la maison. Oui, c'est un état, enfin, c'est une situation que vivent tous les parents pratiquement. Alors, c'est ce sentiment qui accompagne ce vide, le départ des enfants. Il y a un vide, il y a un ressenti de vide. Ah oui, moi j'ai connu ça, je peux parler en connaissance de cause. Tu en parler encore plus. Oui, c'est ça. Donc, c'est horrible si on n'est pas préparé.
encore une fois. Ouais. Si on n'a pas été accompagné avant le départ, c'est-à-dire on n'a pas... si ça survient comme ça, du jour au lendemain, je me dis, ça viendra quand ça viendra, puis voilà. Après, c'est douloureux. Moi, j'ai connu ça, c'est vraiment... Pourtant, vous êtes une spécialiste. Absolument, absolument. Mais je me disais, j'espère qu'elle va changer d'avis. Elle est partie, bon, c'est vrai qu'elle est partie très jeune, et je me disais, oui, ça va rien me faire, puisque j'ai les autres avec moi à la maison. Mais chacun a sa place à la maison, il ne faut pas l'oublier. Donc surtout avec l'aîné, on n'est pas préparé, premièrement. Deuxièmement, on est vraiment triste. C'est le désarroi autour. Donc on ne sait plus quoi faire, limite, on peut carrément délaisser les autres. C'est vrai, ça peut arriver. Oui, oui, c'est horrible. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je conseille à tout parent qui va devoir vivre, c'est inévitable. Absolument. De se préparer à ce départ. Avec le second, c'est moins difficile. Avec le second, alors on se prépare seul ou en couple? Les deux. Les deux. Les deux parce que, vous savez Yasmine, en émotion, on est égaux. Hommes et femmes, on a les mêmes émotions. Sauf que chacun de nous a un comportement différent pour gérer cette émotion. Donc, avec le départ des enfants, on peut trouver par exemple des mamans qui vont en souffrir, mais terriblement, et des papas qui vont vouloir rester solides. Mais au fond, ils sont vraiment cassés. Ouais. Mais ils ne veulent pas le montrer, encore une fois, parce qu'ils ont reçu une éducation qui leur interdit de montrer leur faiblesse, de pleurer même. Bref. Donc, il faut se préparer et j'encourage le parent fort à vraiment être à côté du parent plus... Et ne pas le dénigrer, parce que parfois, ce qu'on voit, c'est « Oh, mais tu en fais tout un plat, mais c'est pas grave. » Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Non, on est parents, on est les deux parents de l'enfant qui part. Donc, il faut vraiment se serrer les coudes et se cococher, comme je dis à chaque fois. Ouais. Donc, l'un accompagner l'autre dans cette épreuve. Parce que c'est dur. Moi, pour l'aîné, c'était horrible. Et avec le deuxième, je me suis préparée plus ou moins avec mon mari, notamment. Oui. Et ça s'est très bien passé. Ouais. Voilà. Ça s'est bien passé. C'est comme l'arrivée d'un deuxième, en fait. Absolument. On est mieux préparé, encore une fois. On est mieux préparé. Exactement. On est mieux préparé. On connaît certains sentiments déjà, certaines peurs. Donc, on se prépare, mieux. Tout à fait, oui. Mais c'est incroyable parce que vous avez déroulé pour nous les différentes étapes de la vie à deux et on revient au point initial à chaque fois qui est le respect, la tendresse, le soutien. C'est vraiment la base de la base qu'on peut retrouver quand on est heureux et quand on est moins heureux dans une vie à deux. Ils sont très importants. Pour revenir au nid vide, en fait, moi qui n'ai pas encore arrivé à ce stade, quand j'éduque mon fils, je le prépare pour qu'il parte un jour. Et en se disant ça, je me dis un jour, oui, il va partir. Il va faire ses études. On en parle de temps en temps. Quand tu seras grand, tu vas faire quoi? Quand il parle, il dit en fait, il parle en fait. Il dit ce qu'il pense. Et je me dis, attends, un jour, il va partir. Il va partir. Mais il va partir comment? Mais la notion de partir, pour les parents que ce soit moins dur, c'est que tu es toujours à continuer, tu es toujours là et ne pas sentir ça comme une frustration. Mais c'est vrai que le vivre, ça doit être incroyable. Le vivre, c'est très dur. Pourquoi j'ai parlé de se préparer? Parce que, c'est-à-dire se préparer à d'autres séparations. Parce qu'il n'y a pas que les études. Il y a le mariage après. Donc, il faut vraiment être préparé pour pouvoir surmonter cette tristesse. Après le mariage, les filles reviennent. Reviennent vers leurs parents. Les deux reviennent. On leur souhaite une vie heureuse, une vie épanouie, justement. Et on espère vraiment ne pas vous avoir fait peur, parce que cette émission, ce n'était pas du tout le but. Mais l'idée, c'était justement de vous démontrer à travers les interventions des spécialistes l'importance de s'aimer, de se respecter, de s'accompagner, de se soutenir pour une vie à deux harmonieuse et réussie. Mesdames, merci beaucoup. Karima Rehani, vous êtes psychosociologue. Fatem Zahra Al-Fathi, vous êtes coach. Moi, je reste avec les téléspectateurs pour un autre sujet. Santé cette fois-ci. À tout de suite.
va donc tout de suite pour notre interview santé. Hier, c'était le 1er décembre, journée mondiale de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, dans On se dit tout, on consacre cette rubrique santé à cette discussion avec vous, Dr Hicham Ben Abbas Taarji. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue et le point avec vous sur VIH et grossesse. Est-ce que c'est possible? Alors, pour commencer, on rappelle pour les téléspectateurs, le VIH, qu'est-ce que c'est, docteur? Le VIH, c'est un virus qui va toucher quelque chose de particulier, qui va toucher le système immunitaire. Normalement, quand on a une infection, on a des soldats qui vont nous défendre et on a des généraux, ce qu'on appelle les lymphocytes T4 helper, les CD4, qui vont coordonner la réponse immunitaire. Le problème du VIH, c'est que justement, il va toucher ces généraux et donc il va désorganiser l'armée qui permet de nous défendre. Et c'est pour ça qu'on va faire des maladies qu'on appelle opportunistes, c'est-à-dire qui normalement ne touchent pas l'individu en bonne santé parce que justement, il a une bonne immunité. Donc en touchant le VIH, donc on devient séropositif quand on est contaminé par ce virus. Il y a le HIV-1. Virus de l'immunodéficience humaine. Il y a deux types, le VIH1 et le VIH2. Et donc, quand on est contaminé, on devient séropositif. D'accord. On ne devient pas forcément tout de suite sida. Le sida, c'est un syndrome. Le sida, c'est le stade ultime où on commence à faire des maladies opportunistes. C'est le syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire qu'on a acquis, à cause de ce virus, on a acquis une immunodéficience, on est immunodéprimé. Mais dans le langage commun, on mélange VIH et sida. Oui, mais pour nous, c'est la même chose. Mais justement, le sida, c'est le stade ultime où vous n'avez plus de défense. Le séropositif, d'ailleurs, on peut être séropositif à beaucoup de choses, séropositif à la toxoplasmose, à l'hépatite B, mais quand c'est passé dans le langage courant, on est séropositif, c'est-à-dire qu'on est porteur du virus. Mais ce n'est pas forcément, on est au stade sida. D'accord. Le stade sida, c'est quand on fait des infections opportunistes ou quand le taux de CD4, de lymphocytes T4, qui sont ces généraux qui coordonnent cette réponse immunitaire, est inférieur, moins de 200. Alors, la différence, on en profite avant de passer au cœur de notre sujet avec vous, docteur, la différence entre séropositif, séronégatif. Séronégatif, c'est que vous n'avez pas d'anticorps anti-VIH et donc votre corps n'a jamais été en contact avec le virus, tout simplement. Vous n'avez pas le virus. Vous n'avez pas le virus. Il y a une petite chose. Une petite différence, c'est que des fois, quand vous avez un rapport sexuel contaminant aujourd'hui, eh ben, si vous faites le test demain, il n'est pas forcément positif. Il faut un certain temps, quelques semaines, un mois environ, pour avoir la positivité du test. C'est la seule différence. Alors vous êtes gynécologue obstétricien, docteur Ben Abbas Taarji. Donc avec vous, on va voir ce volet de la grossesse chez les femmes séropositives. Oui. Est-ce que c'est possible d'envisager une grossesse lorsqu'une femme souffre de ce virus? Alors, avant, le sida voulait dire mort. Il n'y avait pas de traitement. En fait, en réponse très courte à votre question, il n'y a pas de différence entre grossesse et VIH et grossesse normale. Il ne faut pas qu'il y ait de différence. Pourquoi? Avant, je vous disais, le sida voulait dire mort. Mais depuis de nombreuses années, grâce aux différentes prises en charge mondiales dont le Maroc bénéficie, il y a un espoir de traitement. C'est-à-dire que maintenant, les nouvelles politiques, c'est de traiter le VIH avant qu'on arrive au stade sida. Et donc la grossesse VIH, elle devrait être comme la grossesse normale. C'est-à-dire on va lui donner des traitements pour éviter qu'elle fasse une immunodépression. C'est-à-dire qu'elle baisse son immunité et qu'elle fasse des infections opportunistes, c'est-à-dire des infections qui normalement ne viennent que chez les gens qui n'ont pas d'immunité. Et puis aussi qu'elle éviter qu'elle ne transmette le virus au fœtus. Tout à fait. Avant, on s'apercevait que justement, quand vous êtes... Comment on mesure le traitement? En fait, on voit ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire la puissance du virus. On calcule tout simplement le nombre de copies par millilitre que le virus est en train de se multiplier. Donc le but des traitements, c'est de diminuer cette charge virale, vraiment la rendre indétectable. Donc une femme qui a une charge virale importante risque de transmettre le virus à son bébé. Et donc, il peut naître déjà, il est dans le ventre de sa mère et il peut être contaminé par le VIH. Donc, ça fait un séropositif. On va voir différents cas de figure, si vous permettez, docteur. Oui. Alors là, éventuellement, on a évoqué celui de la maman séropositive. Oui. Comment éviter qu'elle ne transmette le virus à son enfant. On va peut-être l'analyser un peu plus, ça serait important pour le suivi, parce que vous dites... Cette grossesse n'est pas supposée être différente d'une grossesse sans VIH, mais elle l'est, qu'on le veuille ou non. Moralement, psychologiquement, le poids de la maladie pour la maman, l'angoisse. Tout à fait. Même quand on est une mère saine, on angoisse pour son enfant.
Donc, quand on sait qu'on est porteuse d'un virus, ça doit être encore plus pénible. Sauf que la prise de médicaments au cours de la grossesse, des médicaments qui sont bien tolérés, qui ne sont pas néfastes pour le bébé, permet de diminuer ce risque de transmission jusqu'à moins de 1%. Et en plus, si jamais juste avant l'accouchement, la charge virale est importante, est élevée, n'est pas indétectable, eh bien, la césarienne est aussi un moyen de diminuer encore ce risque de transmission du virus vers le bébé. Donc, si vous voulez, tout est mis en œuvre pour vraiment diminuer ce risque que le bébé ne soit infecté. Donc aujourd'hui, on va dire la question de la grossesse, lorsque la maman est séropositive, est envisageable. On arrive à la manager. Il y a environ d'après, j'ai demandé aux experts des maladies infectieuses, il y a environ 100 à 200 cas de grossesse et VIH par an au Maroc. D'accord. D'accord, donc ça existe et on ne le sait pas. Mais le message que je voudrais insister, c'est que c'est important de le dépister parce que la possibilité de savoir qu'on est porteuse du virus et donc donne la possibilité de se traiter et donc d'éviter des complications par rapport à la maman et d'éviter de contaminer le bébé. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a le cas de figure où le papa, lui, est séropositif, le futur papa, mais la maman est séronégative? Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Et d'ailleurs, ces gens-là, des fois, désirent des grossesses. Il y a ce qu'on appelle des couples sérodiscordants. Ce n'est pas forcément un rapport. Il y a le risque de... Alors, je préférerais parler des risques de comment se transmet le VIH. Le VIH se transmet essentiellement par des rapports sexuels. Les autres modes de contamination, c'est par le sang, surtout les usagers de drogue, parce que la transfusion, ils font des tests pour ne pas donner un sang contaminé. Et la troisième voie, c'est la transmission de la mère à l'enfant par le placenta. Il n'y a pas d'autre voie de transmission. Donc, dans ces voies hétérosexuelles, mais ce n'est pas forcément, vous avez un rapport que vous êtes contaminé. Je vous dis, avec cet espoir de mais dans le cadre de ce couple marié, donc avec des rapports fréquents... J'y viens. Dans le cadre de cet espoir qu'a fait le sida de devenir maladie chronique, il y a des couples sérodiscordants qui veulent avoir des enfants, parce qu'ils ont une espérance de vie qui est quand même de 20 ans, 30 ans de vie normale. Donc, on ne peut pas leur dire non. Et donc, on va leur conseiller des rapports non protégés au moment de l'ovulation, sinon des rapports protégés. Des rapports, non protégés, mais est-ce qu'en parallèle, la future maman qui n'est pas séropositive, prend un traitement? Est-ce qu'elle a moyen de bloquer le virus d'une manière ou d'une autre? Alors maintenant, on préconise de traiter tous les séropositifs. On n'a pas besoin de traiter jusqu'au stade sida, avant le stade sida. Maintenant, dès que vous êtes séropositif, je parle en dehors de la grossesse, c'est utile de vous traiter pour justement diminuer votre charge virale et éviter que vous alliez vers le stade sida. Donc, pour les conjoints de personnes séropositives, on peut discuter le traitement. On peut discuter l'intérêt de lui donner un traitement antirétroviral si même si elle est négative. D'accord. Mais si je pense que c'est les infectiologues qui doivent vous répondre au cas par rapport à cette question. Mais il y a moyen qu'elle tombe enceinte sans qu'elle attrape le le virus. Tout à fait. Mais il faut bien sûr être suivi par une équipe. Une équipe de gynéco et d'infectiologues. Donc, vous dites, c'est une grossesse qui est supposée se passer normalement. Alors, une grossesse normale, par exemple, connaît un suivi trimestriel, principalement, corrigez-moi si je me trompe, avec 3 échographies sur les 9 mois. Est-ce qu'une grossesse à risque, parce que ça devient une grossesse à risque, nécessite un suivi plus rapproché? Eh bien là, une grossesse, donc ce qui est important, c'est de diagnostiquer la dame. Est-ce qu'elle est séropositive? Si elle est séropositive, on va lui donner un traitement antirétroviral qui va lui diminuer cette charge virale. Après, on peut l'avoir tous les mois, mais on n'a pas besoin de faire des analyses tous les mois pour voir cette charge virale, est-ce qu'elle est indétectable. Donc ça devient un suivi normal. Pour l'échographie morphologique, le développement morphologique du bébé. Si le virus si la charge virale est indétectable, je vous dis, il n'y a pas de raison que cette grossesse soit anormale, soit différente des autres. Parce que la physiopathologie du VIH, je vous dis, il touche les généraux qui coordonne l'immunité, et donc c'est en ça qu'il entraîne des infections opportunistes. Si le taux de CD4, si les lymphocytes T4 sont normaux, si donc la charge virale est indétectable, eh bien, il n'y a pas de raison que cette femme fasse une baisse de l'immunité, fasse des infections opportunistes. Donc encore une fois, il n'y a pas de risque, c'est comme les risques d'une grossesse normale. Donc une surveillance normale. Une surveillance normale. Et une surveillance du bébé à la naissance? Bien sûr, alors à la naissance, je vous dis, quelques semaines avant l'accouchement, on fait une charge virale.
Une mesure. Une mesure de la charge virale. Si elle est indétectable, on peut très bien accoucher par voie basse selon les critères normaux d'accouchement par voie basse. Si cette charge virale est élevée, eh ben, il faut indiquer une césarienne. Troisième des choses, le bébé, je pense qu'à la naissance, il est systématiquement perfusé par des antirétroviraux, je pense, ce n'est pas mon domaine, mais on lui donne une prévention contre le virus pour éviter qu'il ne développe la maladie. Et je pense qu'au bout de quelques mois, on va le surveiller et s'il est séronégatif, on le laisse tranquille. On le laisse grandir tranquillement. Donc c'est très important ce message il y a moyen de traiter. Avant, disait, ça ne sert à rien et de traiter gratuitement. Et de traiter en plus gratuitement. Alors, au niveau du Maroc, et je félicite le ministère, il y a environ 10 centres de référence de prise en charge du VIH, et donc du VIH et grossesse. Il y a 2 pôles à Casa et Rabat, c'est des pôles d'excellence, et il y a d'autres pôles à Oujda, Marrakech, Tanger, Oujda, Agadir, je pense, dans les grandes villes du Maroc. Donc, il y a un traitement gratuit. Et il y a une prise en charge gratuite et un suivi gratuit au niveau des hôpitaux publics, de telle manière à diminuer ce risque de transmission au bébé et de risque de grossesse difficile pour la maman, je pense. Docteur Benabest Haji Hicham, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour toutes ces explications. On pourra bien sûr retrouver votre intervention sur notre site mediantv.com. Quant à moi, je vous remercie pour votre fidélité. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée pour la réalisation et la diffusion de cette émission à Tanger, Abidjan et à Rabat. À très très vite. Au revoir.